Et bonjour, Zakaria Abdeb, vous êtes professeur de relations internationales à l'UM5R. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans la matinale de Média TV. On va parler avec vous de la réunion à l'ONU à propos du Sahara marocain. Alors, on ne va pas dire grand-chose, pour être honnête, parce qu'on n'en a pas encore le compte-rendu. En tout cas, ce n'est pas mon cas, c'est peut-être le vôtre, j'en sais rien. Mais parlons d'abord des enjeux, surtout de ce type de réunion, si vous le voulez bien. Réunion qui a eu lieu hier, qui est une réunion, disons, habituelle. C'est une réunion presque administrative, puisqu'elle a lieu chaque année, à peu près au même moment, et qui est consacrée à l'audition d'exposés. Alors, ça se passe devant les représentants des membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a d'abord l'exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général, et puis aussi l'exposé du chef de la MINURSO. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est que maintenant, tout doit être lu à la lumière de la résolution 2797 ? Rachid, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir également pour moi de m'entretenir avec vous autour d'une petite tasse de café. Alors, premièrement, vous avez raison de le dire parce qu'il y a une sorte de routine administrative au niveau de l'ONU, notamment en ce qui concerne des questions politiques spéciales comme la question du Sahara marocain. Et donc, depuis fin octobre 2025, on s'en souvient, il y a eu l'adoption de cette résolution 2797 sur la base de laquelle, normalement, des pourparlers devaient être lancés. Ces choses faites à partir de février de cette année. Préalablement, il y a eu des visites par-ci, par-là. Par exemple, si j'évoque celle de M. Boulos en Algérie, à Alger précisément, en février 2026. Mais également des rencontres. D'abord, il y a eu des rencontres, on va dire, directes entre les parties prenantes, incluant aussi, en plus, évidemment, du Maroc, le Polisario, la Mauritanie, l'Algérie. C'était à Madrid, en février. Il y a eu par la suite 2 autres rencontres, mais cette fois-ci, on parle de rencontres informelles, c'est-à-dire des discussions qui, normalement, devaient être destinées à préparer le terrain pour l'adoption d'une solution finale sur la base de la résolution 2797. Avril, évidemment, c'est une date importante. Pourquoi ? C'est une évaluation à mi-parcours. La tradition de l'ONU voulait d'abord que nous puissions évaluer, et d'ailleurs c'est conformément à la résolution précédemment citée, sur le terrain, que s'est-il passé depuis octobre jusqu'à aujourd'hui ? Pas grand-chose, si vous voulez, sur le plan de l'avancée concrète, si ce n'est ces rencontres que je viens de citer. Néanmoins, on pourrait dire que, je crois, d'après pas mal de sources d'informations, on va dire fiables, d'ici fin avril, donc ce sera le jeudi prochain, il y aura potentiellement la présentation et l'adoption du rapport, pas la résolution, attention, présentée par M. Staffan de Mistura. D'autant plus, vous l'avez si bien dit, c'est Rachid, nous ne disposons pas beaucoup d'informations parce que même la réunion d'hier était une réunion à huis clos. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'inflexion. Il faudra accélérer le processus de résolution sur la base de la résolution précédemment citée, c'est-à-dire 2797. Oui, alors vous avez évoqué la date du 30 avril pour l'autre réunion, donc jeudi prochain, qui aura lieu également à New York, qui aura lieu également à huis clos, il faut bien aussi le préciser, et qui va cette fois permettre de pouvoir prendre connaissance, en tout cas pour les représentants des membres permanents du Conseil de sécurité, prendre connaissance du rapport de Mossad Boulos, d'une part, qui, vous le disiez, a multiplié les rencontres et encore une fois, des discussions autour de la résolution 2797. C'est très important de le préciser parce qu'il ne s'agit pas d'aller discuter d'autre chose, quel que soit l'endroit, quelle que soit la capitale et quel que soit l'interlocuteur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième élément qui sera examiné le 30 avril, c'est celui du mandat de la MINURSO. Et alors là, ça peut être, si ce n'est un tournant, du moins un point de bascule. Oui, nous l'avons déjà dit il y a quelques semaines, c'est Rachid, vous en souvenez, parce qu'on avait dit qu'il vaut mieux la maintenir, certes, cette opération de maintien de la paix, néanmoins, il convient d'amender son mandat, certainement. Et cela ne peut se faire que grâce à une résolution. Or, une résolution du Conseil de sécurité autour du Sahara marocain ne pourrait se faire que d'ici octobre prochain. Ça, c'est important. Mais il va falloir, parce que l'année a été retenue comme date de prolongation
de sa mission depuis octobre dernier, c'était sur la base d'une demande russe et qui était insistante, ça c'est important, afin de permettre à toutes les parties prenantes d'évaluer, de pondérer et donc d'avancer sur la base du plan d'autonomie qui, rappelons-le encore une fois, avait invité toutes les parties à négocier sans conditions préalables sur la base du plan marocain d'autonomie. C'est-à-dire il va falloir passer à ce que nous appelons la substance des négociations. Par exemple, la composition des structures de gouvernance au niveau de la région autonome du Sahara, la question des ressources naturelles, rapatriement, il y a des choses aussi épineuses comme la démilitarisation, des armements, on peut parler aussi de la réintégration, etc. Oui, ce sont les choses très sérieuses. Mais aujourd'hui, il s'agit, je crois, d'évaluer sur le plan stratégique cette mission de la MINURSO, donc depuis, je dirais, 91. Il a été déployé à partir de 92 et préparer le terrain pour octobre 2026. Cette fois-ci, je crois, le jeu va être très décisif. Mais il faudrait absolument qu'il y ait plus de pression sur des parties parfois récalcitrantes ou ne montrent pas une coopération directe avec les organes pertinents de l'ONU, mais également avec le Maroc, ça c'est important. D'autres pays choisissent une position de neutralité, parfois positive, parfois un peu effacée, ou encore sans prendre de position claire. Mais je crois qu'il est important de le souligner. Les rapports de l'ONU mettent mettent en exergue les avancées sur le terrain. Les avancées sur le terrain depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, toute la vague de soutien apportée par beaucoup de pays, mais également des intégrations stratégiques comme l'Union européenne, à la souveraineté marocaine, mais également à la résolution 2797. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que le Maroc est fort sur le plan diplomatique et en mesure d'invoquer ce genre de soutien pour urger la modification du mandat de la MINURSO après, sur la base d'une résolution qui devrait être prise par la suite en octobre, c'est-à-dire dans le cas d'une réunion plénière 2026, et préparer la phase de 2027 qui sera extrêmement. Oui, alors vous l'avez évoqué, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que effectivement, dans les différents rapports dont il est question lors de ces réunions, celle qui a eu lieu hier soir et celle qui aura lieu jeudi prochain, le 30 avril, il y a aussi un rapport un peu administratif des envoyés de l'ONU qui sont allés visiter effectivement les provinces du Sud, qui sont même allés un petit peu plus loin puisqu'ils ont même visité le camp de Tindouf. Alors ça aussi c'est très important parce que tout ça figure noir sur blanc, c'est écrit, c'est évalué et là aussi c'est présenté aux différents représentants des membres permanents du Conseil de sécurité sans que personne puisse dire non, non ou oui, oui. Oui, oui, absolument. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que dans la résolution 2797, qui désormais constitue pour nous une référence axiale et fondamentale, il est dit que le secrétaire général de l'ONU devrait laisser les membres informés de l'évolution sur le terrain depuis donc son adoption, à travers, évidemment, premièrement, son envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, mais également le représentant spécial, M. Ivanko, qui est de nationalité russe, vous l'avez dit, c'est le chef de la MINURSO, et par ailleurs, d'autres émissaires qui peuvent le faire, que ce soit même du côté états-unien, parce que les tournées effectuées par Boulos, par exemple, sont aussi destinées à recueillir les positions des uns et des autres et à les répercuter d'une manière ou d'une autre au niveau du rapport, parce qu'elles sont transmises, quand il s'agit de positions officielles, à l'envoyé personnel, étant donné que les États-Unis, on les considère comme étant le parrain, si vous voulez, de ces pourparlers, et c'est la raison pour laquelle Washington a été choisi comme lieu de rencontre, mais avant Washington, il y avait l'ambassade américaine à Madrid, ça c'est important. Maintenant, il s'agit, je crois, d'évaluer l'évolution sur le terrain des choses depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand même mentionner une chose, il n'y a pas de gros incidents. Parce qu'à un moment donné, si on revient en arrière, on voit par exemple que les milices polisariennes avaient même tiré sur des villes marocaines, notamment Asmara. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc même avait invoqué le fait que, le Maroc, de façon générale, y compris des think tanks, etc., y a-t-il moyen de considérer ces attaques comme étant des attaques terroristes, car elles ciblent les civils et par conséquent, il faut engager la responsabilité, sinon du Polisario, du moins le pays qui l'abrite, ça veut dire l'Algérie.
Maintenant, la pression est telle sur l'Algérie et le Polisario, parce que le Polisario s'exprime au nom de l'Algérie d'une manière ou d'une autre, qu'ils doivent absolument, ou elles doivent, ces deux parties, s'adapter et se résigner à la réalité et s'engager sérieusement dans des pourparlers, aller vers des choses concrètes. Il faut dire aussi, et je termine par là, par rapport à ce point-là, que le contexte géopolitique mondial et régional se passe au Moyen-Orient, au Golfe Persique, malheureusement, avait plus ou moins impacté négativement, certes, la marche des pourparlers pour urger une solution sur la base du plan d'autonomie. Mais je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de reconsidérer le tout et aller vers des points concrets et clore définitivement ce différend régional artificiel sur la base du plan d'autonomie du Maroc. Oui, alors même si c'est avec, vous l'avez évoqué, un peu des vents contraires en ce moment, la diplomatie marocaine avance même fort et vite et accumule les soutiens. Et quand ce ne sont pas des soutiens directs, c'est le retrait de soutien au Front Polisario, comme on l'a vu là encore avec le Honduras, et comme on a vu avec le Royaume-Uni, qui réaffirme son soutien au plan marocain d'autonomie. Alors là, du côté diplomatique, on ne peut pas dire que le Maroc manque pas de soutien. C'est maintenant pratiquement le monde entier qui est derrière le Maroc et son plan d'autonomie et la souveraineté, son intégrité territoriale en tout cas. Ah oui, oui, des retraits de poids qui ont énormément de signification géopolitique, comme celle du Mali, par exemple, dernièrement. Et si je prends d'autres, notamment au niveau de l'Amérique centrale, l'Amérique latine, au niveau des Caraïbes, alors vous prenez le Honduras récemment, je pense il y a 2 jours, vous prenez même la Bolivie, vous prenez d'autres. Tout cela, en fait, pousse à la réflexion pour se poser une question. Qu'attend par exemple l'Union africaine, entre autres choses, pour expulser, sinon suspendre, je le sais, au regard des statuts fondateurs de cette organisation, à partir de 2002, c'est-à-dire leur date d'entrée en vigueur. Néanmoins, on peut aller aussi ailleurs, puisqu'il s'agit de pays latino-américains, mais également africains, peut-être probablement dans les jours qui viennent, on va peut-être assister à d'autres retraits, aux suspensions. Déjà, le Kenya s'est exprimé en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc, le Ghana il y a quelques années également, grâce à une diplomatie multidirectionnelle, plurielle, etc. Parce que finalement, les pays aujourd'hui apprécient leur position par rapport à ce qu'ils peuvent gagner et engranger en termes de points diplomatiques multidirectionnels sur le plan économique, des investissements, des soutiens, échanges d'étudiants, mobilité, etc. Et on n'est plus dans un contexte trop idéologique, dans le sens où, d'antan, les pays prenaient des positions justes parce qu'ils appartenaient au camp socialiste ou ils appartenaient au camp capitaliste. Aujourd'hui, la géoéconomie a supplanté le tout et comme on le dit, les idéologies ont été battues en brèche par une mondialisation galopante, interdépendante, certes, qui véhicule des avantages ou qui porte des avantages, mais également peut ramener des défis. Le plus important aujourd'hui, c'est le jeu qui va se faire, à mon avis, de mon point de vue, au regard de l'Assemblée générale, parce que les soutiens d'antan des séparatistes se réduisent comme peau de chagrin, et on pourrait même s'attendre à la prise de position émanant de cette Assemblée générale, qui vont être un appui considérable, cette résolution qui va appuyer d'un appui considérable concernant la position du Maroc et finir par retirer même le dossier de la 4e commission et ne le plus considérer comme une question de décolonisation. Et c'est la raison pour laquelle il faut lire doublement et de manière conjuguée ce genre de retrait, d'une part, l'ouverture de perspectives de coopération avec le Maroc, mais d'autre part, sur le plan de la comptabilité, de l'arithmétique diplomatique, j'allais dire, que ce soit à l'Assemblée générale ou dans d'autres organisations internationales, ça permet d'évaluer les actions à mener par la suite. Oui, c'est la raison pour laquelle le Maroc poursuit sa marche vers ces pays-là, sa marche diplomatique vers les différents pays pour effectivement faire avancer le dossier à l'ONU. Et il n'avance pas que d'un côté à l'ONU, puisqu'il y a plusieurs directions, vous l'avez dit, multidirectionnelles. Alors, plus globalement, sur le développement des provinces du Sud cette fois, et on l'a évoqué avec des envoyés de l'ONU qui sont allés visiter les progrès réalisés dans les provinces du Sud. On imagine que le contraste est considérable avec ce qu'ils ont vu par ailleurs. Ces provinces du Sud qui continuent leur développement, quoi qu'il arrive, c'est inéluctable, la marche, elle est engagée et elle ne s'arrêtera pas.
Oui, absolument. Ce sont les facteurs sur le terrain positifs qui augmentent le plaidoyer marocain du point de vue de son impact, mais également améliorent le ranking of Morocco, comme on dit, son classement à l'international, sa visibilité. Ce qui a retenu mon attention dernièrement, parce que même sur le plan de la sémantique, c'est important de le dire, le Soborita, en s'exprimant devant la chef de la diplomatie européenne, c'est-à-dire la haute représentante à la politique étrangères, qui a fait le déplacement à Rabat il y a quelques jours, qui a réitéré le soutien de l'Union européenne, vous savez, les 27 pays, ça c'est important, c'est que le Maroc est un pays fiable du point de vue de l'alliance ou de la coopération et crédible avec l'Union européenne. Cela veut dire qu'on peut désormais faire des projections géoéconomiques depuis Bruxelles et ailleurs, et d'autres stratégiques, sécuritaires, etc., à partir du Maroc, en passant par les provinces du Sud et en s'ouvrant sur l'Afrique de l'Ouest, en s'ouvrant sur toute l'Afrique de façon générale. Et ce sont des combinaisons intéressantes du point de vue de la réflexion sur un peu géostratégique globale, car on voit le Maroc comme étant la porte de l'Afrique. C'est un stabilisateur, c'est un coopérant qui est actif de longue date. Il a marketé ou engrangé une expérience considérable, je dirais même depuis la fondation de la CE en 57. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la multilatéralisation des rapports bilatéraux entre le Maroc et la France à partir de 56, mais là, c'est un autre sujet. Par ailleurs aussi, quand on voit l'Autriche soutenir la position marocaine, quand on voit les Pays-Bas, quand on voit la Belgique et d'autres pays, cela veut dire que les provinces du Sud vont constituer à l'avenir, dans les décennies à venir, on va dire, une sorte de territoire multidirectionnel qui jouerait le rôle de manière multifonctionnelle et multidirectionnelle sur le plan de la lutte contre le changement climatique, l'immigration irrégulière, la lutte contre les groupes criminels transnationaux, etc. C'est cela la vocation normalement prospective des provinces du Sud. Et je termine par là, Rachid, en rappelant ce fameux discours de Sa Majesté du 6 novembre 2023, lorsque Sa Majesté avait dit que désormais le Maroc conçoit le développement des provinces du Sud, non pas seulement in situ, c'est-à-dire en se fermant, en se refermant uniquement sur nous, mais en nous projetant au niveau africain. Et c'est là où Sa Majesté avait lancé l'initiative atlantique, notamment celle du désenclavement des États sahéliens. Et c'est là où on voit de plus en plus le rôle renforcé de ces provinces, non seulement par rapport au développement in situ au Maroc, mais ailleurs en Afrique. Et est-ce que ça explique aussi, si j'ose parler ainsi, un peu le retournement du Mali? Alors le Mali qui est un pays ami de longue date, le Maroc qui a toujours été aux côtés du Mali, même s'il y a eu des prises de position parfois un petit peu contestables de la part de Bamako, mais ce point de bascule, ça s'explique aussi par cette ouverture des provinces du Sud pour cet accès à l'Atlantique? Il a joué ce rôle libérateur d'un potentiel qui germait, il était là, mais il fallait, vous savez, c'est Rachid, capter ou saisir les fenêtres d'opportunités géopolitiques, parce qu'il y a des agendas, ça et là. Et je pourrais même dire que aussi l'hostilité de certains voisins par rapport au Mali, tous les incidents qui se sont produits, notamment en juillet 2024, vous comprendrez de quoi s'agit-il. Et par ailleurs aussi, ce qui est intéressant dans la démarche marocaine, c'est qu'elle est concrète, elle vient avec de la substance. Quand on parle du désenclavement, c'est, qu'on appelle ça, ouvrir des corridors terrestres et autres, ferroviaires, bien entendu, aériens entre le Mali et le Maroc, et permettre ces pays, de façon générale, l'alliance des États sahéliens, sans oublier le Tchad, c'est important, en ajoutant le Niger récemment avec la 5e rencontre de la commission mixte, vous savez, qui ne s'est réunie que récemment à partir de 82 qui a été créé, donc 5 réunions, plus le Burkina Faso, sans oublier la Mauritanie, c'est important, mais cela c'est une autre problématique. On voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de dynamique très intéressante et les États apprécient leur partenariat en fonction des gains potentiels qu'ils peuvent engranger et le Maroc est très sincère. Et Sa Majesté est en train de déployer ce qu'il avait promis en 2014 à Abidjan, l'Afrique aux Africains, réitéré par la suite le 31 janvier 2017. Nous sommes venus ici pour donner le leadership à l'Afrique. Ce n'est pas le Maroc qui cherche le leadership. Et je pense que mollo mollo, sur le plan de la migration, l'adaptation de l'agriculture africaine, le gazoduc Afrique-Atlantique, etc., et les coopérations avec le Mali, entre autres choses, puisque vous l'avez cité, permettent de réaliser ce paradigme de l'appropriation et de l'inclusion. Oui, en deux mots, Zakaria Abou-Dahab, si vous le permettez, parce que malheureusement, on est arrivé presque au terme de notre entretien. Est-ce que, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque c'est multidimensionnel, est-ce que la vitrine offerte par le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations
participe aussi à convaincre certains États de se dire le Maroc se modernise et avance très très vite, et moi je veux être parmi les pays qui avancent et non pas les pays laissés de côté. Ah, absolument. Et nous avons vu tout l'accueil chaleureux. Le Maroc capable d'organiser des compétitions continentales et mondiales et bientôt en 2030, ça c'est important, y compris aussi la CAN féminine bientôt, dans quelques semaines. Et donc, si vous voulez, ce Made in Morocco, cette capacité, cette attractivité renforce encore la possibilité du Maroc de faire des projections très sérieuses avec des résultats. Et c'est clair que le Maroc avait saisi ce momentum de décembre-janvier 2026 pour montrer ses capacités, ses infrastructures, non pas donner le Maroc ou le présenter comme modèle, mais plutôt peut-être faire en sorte que le Maroc inspire les autres. Et ça, c'est important. Et donc, on fait confiance désormais au Maroc et je pense que ça avance mollo-mollo avec des résultats concrets sur le terrain. Pas forcément un modèle, mais en tout cas un exemple. Merci Zakaria Bouddaheb d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'UM5R, l'université Mohamed V de Rabat. Merci encore et à très bientôt. Très belle journée à vous et très bon week-end aussi. On est vendredi, il ne faut pas l'oublier. Merci, à vous également.